Bon, on a déjà eu l'occasion par le passé d'évoquer ce qui avait été de bon dans l'idée de faire une suite de cinéma, mais on n'a pas encore brassé le moment où un mec s'est dit « Oh, un film a bien marché, et si on en faisait un deuxième ?» Oui, les suites de films ne sont pas toujours une réussite. On a pu voir dans un précédent volet que parfois, lorsqu'un auteur a une bonne idée, qu'il sait dans quelle direction l'emmener, qu'il sait exactement comment construire ses personnages et comment développer correctement ça, cela peut donner lieu à de bonnes suites, et même à de très bonnes suites qui parfois parviennent même à surpasser leur aîné. Parfois cela donne lieu aussi à des suites très banales où on se dit ouais le premier était meilleur mais le deuxième est plutôt bien. C'est pas forcément ça qui nous intéresse. Là ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on se dit, faisons une suite, que rien ne va. Rien ne va en termes d'esthétique, rien ne va en termes de style, rien ne va en termes de casting, rien ne va en termes de forme, et rien ne va en termes de fond, puisque vous vous doutez bien que la plupart du temps, ces fameuses suites, ce qui pêche en premier lieu, c'est surtout le scénario. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que le scénario. Alors, un critère obligatoire que j'ai respecté ici, parce que sinon j'aurais pu partir dans tous les sens et vous trouver des trucs absolument immondes, ce ne sont que des deuxièmes volets. Ce ne sont vraiment que des suites qui vont juste après le premier volet. Pour moi, c'était hyper important parce que je me suis dit, sinon, ouais, tu peux partir dans tous les sens, tu peux aller récupérer des épisodes 4, des épisodes 5, voire même des épisodes 6 de certaines sagas qui n'ont aucun intérêt. Là, pour le coup, j'ai vraiment voulu corser un petit peu le tout et je me suis dit, reste au deuxième film et tu verras déjà que tu as quand même pas mal de choses à brasser. Donc, ne perdons pas plus de temps et parlons dans un premier temps de la première petite pépite que je vous ai trouvée. La première pépite, vous la connaissez certainement si vous êtes adepte du fossoyeur de films. Mais sinon, vous devez savoir que dans les années 90 est sortie au Japon une petite tuerie qui a mis énormément de temps à débarquer chez nous. Une petite tuerie qui a énormément influencé la pop culture, qui a remis au goût du jour l'idée du Battle Royale par son nom, tout simplement Battle Royale. Et Kenji Fukasaku avait balancé une petite bombe à l'époque quand même. Mais après, il a voulu faire un deuxième qui devait s'appeler Battle Royale 2 Requiem, qu'il devait réaliser. Sauf qu'il a dû faire appel à son fils Kenta, pas de son bon vouloir, puisqu'en fait il est décédé. Et je pense que du coup vous vous doutez de ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire que le projet a enchaîné les merdes, a enchaîné les déboires de production, a enchaîné les visions s'opposant puisque un père et un fils n'ont toujours pas la même vision du cinéma. Et du coup, bah c'est nul. Personnellement, je vous avoue que la première fois que j'ai essayé de regarder le film, je me suis arrêté au bout de 20 minutes. Parce que le premier était une masterclass. Un de ces objets cultes, moi, qui me fascine, qu'on pourrait presque ranger dans les classiques d'ici quelques années. Parce que clairement, c'est un monument de composition et d'exécution. Et là, au bout de 20 minutes, on a la gerbe, on n'en peut plus et on est complètement effaré devant la nullité en fait du projet et devant la sensation que le film ne cherche même pas à se construire correctement avec une histoire qui aurait un minimum de cohérence avec ce groupe de résistants qui essayent de renverser l'ordre mondial et qui vont se faire pétave par une bande de jeunes. Enfin, c'est ridicule, c'est nul, c'est moche, c'est pas hyper bien joué en plus. Je sais pas ce qui s'est passé dans la direction d'acteur, mais je pense que Kenta Fukasaku a un peu perdu l'idée de base de son père et n'a pas réussi à faire un film qui avait du sens. L'idée était là, le projet était ambitieux, mais la forme est complètement foirée, alors le fond n'en parlons même pas. Donc on est sur un bel exemple de suite qui avait les meilleures intentions possibles du monde et qui s'est complètement pété la gueule. Pardon du terme. Alors pour ce qui est du deuxième, j'ai voulu vous réserver une petite pépite. Une pépite que même moi je ne pensais pas imaginable. Une pépite qui est sortie en 2012, qui fait suite à un long métrage de 1968, qui a révolutionné la contre-culture, qui s'est imposé comme un monument de cinéma culte, qui a bercé toute une génération et que vous connaissez forcément. Vous connaissez Easy Rider de Dennis Hopper. Vous ne connaissez pas la suite de Easy Rider, The Ride Back, sorti en 2012, réalisé par Dustin Rickert,
Je savais même pas que ça existait. Honnêtement, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode pardon, excusez-moi. Il y a une suite à Easy Rider, sortie en 2012, donc quasiment 34 ans après le précédent. 44 ans après le précédent, waouh, 44 ans. Voilà. Et il faut savoir qu'en plus, ça se centre sur la famille du personnage de Peter Fonda. Et je vais tout de suite vous révéler un truc qui ne va pas vous surprendre. Disons que Easy Rider était un road trip. Easy Rider 2, The Ride Back, est très loin d'être un road trip, mélangeant pseudo-images d'archives avec des instants familiaux presque gênants. Et un autre point, le film est gratuitement disponible sur YouTube, tellement il n'a pas fait d'écho, tellement il n'a pas fait de remous et tellement tout le monde s'en foutait un peu. Et honnêtement, je comprends parce que la vache, je ne pensais même pas que c'était concevable de se dire à un moment, prenons ce film qui a 44 ans et essayons de lui faire une suite. Mais surtout, essayons de lui faire une suite en sachant qu'il a un statut très particulier, qu'il a un statut d'œuvre intouchable, que dans la tête de beaucoup de gens, ça n'est pas concevable de se dire, prenons Easy Rider et donnons-lui une suite. Mais Dustin Rickards s'est dit que ça serait une bonne idée. C'est dit que ça serait une bonne idée. C'est bon de le rappeler. Parce que c'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, c'était la pire idée possible et imaginable. Et franchement, quand j'ai découvert l'existence du projet et que je me suis penché dessus, je me suis dit, non mais, vous êtes sérieux les gars? Vraiment? Et une suite à ça? Donc pas merci. Clairement pas merci pour Denis Hopper, ni pour Peter Fonda, ni pour Jack Nicholson. Clairement pas merci. Le troisième film, bon, c'est un peu hors catégorie parce que lui, ça se voit à 10 km que c'est une nullité et en plus, c'est produit par un studio en particulier, donc forcément, on ne s'attend pas à un chef-d'œuvre, on s'attend même à une grosse daube parce que vous connaissez forcément le studio Asylum. Asylum a livré des grands moments de cinéma, des grands moments de 7e art, Sharknado, le requin de sable, le fantôme du couloir, je sais pas. Et à un moment, ils se sont dit, hey, Titanic 2 Odyssée 2012. Non. Pourquoi? Pourquoi? Réellement. Et alors, je vous inviterai à aller voir le scénario du film parce que j'ai même pas envie de vous le spoiler histoire que vous vous tapiez une énorme barre. Mais le scénar est impérial. Je ne sais vraiment pas qui c'est qui s'est dit, vas-y, c'est une bonne idée, faisons ça. Ce scénario a l'air d'être vachement bien. Ça a l'air d'être une super idée, Jean-Mi. Non, non, ça n'est pas une bonne idée. Et Shane Van Dyke, qui en plus, non content d'être réalisateur, scénariste, est également acteur sur le film, nous démontre qu'il est un piètre réalisateur, un acteur qui s'en sort avec les honneurs, mais rien de plus, et qui surtout n'a écrit une histoire que pour se faire mousser et se dire « Ouais, je vais avoir fait Titanic 2, c'est trop bien, je serai le mec qui passe juste après James Cameron. » Alors tu n'auras de James Cameron que l'étiquette Titanic, parce que tu ne mérites pas grand-chose d'autre, Shane Van Dyke. Parce que le film est abyssalement nul, mauvais, condescendant avec l'aîné. J'ai jamais vu un projet de cinéma aussi nihiliste, con et régressif. Mais c'est à l'image des projets Asylum. Les projets Asylum se vendent comme des pseudo-nanars, avec rien niveau thune et avec surtout une com basée sur regardez, potentiellement vous allez voir ça, mais en fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc faut pas déconner. Donc vous allez surtout voir des humains sur des quais et dans des maisons, et le reste du temps un tout petit plan CGI qui va durer 3 secondes sur un bateau. Et pas sûr que ça soit vraiment le Titanic bien modelé parce que notre graphiste il est un peu aveugle et il a potentiellement Parkinson. Voilà, les projets Asylum, quoi. Projets Asylum, c'est projets qui n'ont aucun intérêt et qui sont vite tombés dans l'oubli, puisque aujourd'hui tout le monde s'en fout d'Asylum, et heureusement d'ailleurs. Et là, le quatrième, c'est un gros morceau. Un gros morceau que notre Sirius connaît extrêmement bien. Un gros morceau qui a traumatisé tous les fans de found footage de la fin des années 90, parce qu'ils se sont dit, pardon, le projet Blair Witch 2 de Joe Barringer? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Le projet Blair Witch 2. Un film qui n'est pas en found footage. Qui va raconter des histoires de possession et... Ouais, non.
Non, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont voulu concevoir ce film. Je sais vraiment pas. Et j'ai peur, en fait, de savoir ce qui s'est passé dans leur tête. Parce que je me dis qu'il s'est passé mille et une choses que l'on n'a pas envie de savoir, qu'on n'a pas envie de découvrir et qui pourraient traumatiser potentiellement l'humanité tout entière. Pire idée du monde de se dire ça. Honnêtement, pire idée du monde, mais en même temps, derrière, vous vous doutez bien pourquoi elle a été faite, cette idée. Vous vous doutez exactement, en fait, de qui a eu cette idée. Un producteur qui a vu que, oh, dis donc, ça a coûté 100 000 $, le projet Blair Witch, ça en a rapporté combien? Pardon? Autant? Faites une suite. Faites une suite avec 2 fois plus de thunes et ça va faire 2 fois plus d'argent au cinéma. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le film est tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, clairement, il y a plein de gens qui ont essayé de l'oublier, à tel point que lorsqu'un remake sequel du projet Blair Witch est sorti, il ne fait aucunement mention de ça, parce qu'il comprend que ce truc, parce que j'ai envie d'appeler ça un truc au vu de la gueule qu'il a, n'a aucun intérêt, n'a pas d'utilité et surtout bah, est à chier. Pardon encore une fois de mon langage, mais vraiment, vraiment, c'est une catastrophe. Et ouais, non, c'est la cata ce film. C'est vraiment, vraiment, vraiment un enfer. C'est vraiment de la dope, c'est vraiment nul. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, Not Serious le met très très bien en exergue au travers d'une très bonne vidéo. Mais oui, non, le projet Blair Witch 2, oh la vache. Rien que quand j'en ai entendu parler, j'ai eu des frissons sur les bras. Mais alors quand je l'ai vu, ça a été encore pire. Et alors pour finir en beauté, je ne pouvais pas ne pas parler de ce chef-d'œuvre. De ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête, mais de ce moment où on s'est dit « Hey, The Mask avec Jim Carrey, c'était quand même vachement bien. Et si on faisait le fils du masque, mais qu'on n'a pas Jim Carrey, qu'on n'a plus personne à part le docteur un peu fou qui dit « Non mais c'est une métaphore, un symbole. » Et qu'après, on allait se perdre. Et bah honnêtement, la bonne idée aurait été de confier le fils du masque à Robert Rodriguez. Peut-être que là on aurait eu un truc un peu fandard, mais ils ont préféré confier le film à Lawrence Gutterman et surtout confier le premier rôle à Jamie Kennedy. Jamie Kennedy qui est un acteur qui... pour vous taper une barre, tapez Jamie Kennedy E3. Jamie Kennedy a fait une conférence à l'E3, bourré. Et je crois que c'était juste après le fils du masque. Ça vous donnera un ordre d'idée du niveau de Jamie Kennedy et surtout du niveau de mental que le film lui a laissé lorsque le tournage était terminé. Le fils du masque est une daube. Et quand je dis daube, je parle pas de la petite merde. Je parle de la daube faisandée. Du truc où à chaque seconde, on se dit, il y avait tout pour que ça soit fun. Ils ont fait en sorte que tout soit mauvais. Les effets spéciaux, l'ambiance, le malaise constant qu'il y a devant ce film où on ne rigole pas une seconde, la sensation que les acteurs s'en battent les reins, mais alors quand je dis s'en battent les reins de tout, s'en battent les reins de ce qui se passe à l'écran, s'en battent les reins de comment on doit jouer, s'en battent les reins de la production design qui oscille entre décor un peu fantaisiste et cartoon jusqu'à vide intersidéral et aucune idée pour habiller l'image. Et Lawrence Gutterman derrière nous pond une esthétique qui voudrait être encore une fois en hommage à Tex Avery et à tout ce qui a fait fantasmer les gens dans le premier The Mask, mais qui n'en exploite rien du tout et qui surtout est trop bon enfant. The Mask, c'était la puissance du film. C'était d'être à mi-chemin entre « Oh, dis donc, c'est pour les enfants », mais en même temps, il y a une petite ambiance un peu pour adultes avec Cameron Diaz quand même qui est très déshabillé et qui allume quand même bien le personnage de Jim Carrey. Et en même temps, ça reste fun, ludique, et quand on est un gamin, on rigole bien. Enfin, il n'y avait pas cet équilibre. Il n'y avait pas cet équilibre, et ici, bah, c'est... Ce film me donne envie de m'arracher les yeux quand je le revois. Et oui, je le revois. Parce que c'est merveilleux à regarder tellement c'est nul. Mais il faut être maso comme moi, hein, parce que clairement, sinon, vous allez perdre votre temps, vous allez devenir fou, ça va... Je sais pas ce qui va se passer dans votre cerveau, mais vous allez potentiellement avoir un truc qui va péter. Enfin, évitez de trop le regarder, parce que honnêtement, je pense qu'à bout d'un moment, ça doit avoir des dommages collatéraux sur le cerveau, ce film. Bon ben voilà. Je vous ai présenté 5 suites qui ne valaient pas vraiment le coup d'œil, mais dont je me suis quand même tapé le coup d'œil, histoire de vous dire que c'était de mauvaises suites. Je suis persuadé que j'en ai oublié plein,
N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me doute que notamment un bateau qui va très vite et qui fait suite à un bus qui va très vite va se retrouver dans vos commentaires. Ça ne serait pas étonnant et je sais qu'il y en aura plein d'autres. Pour moi, c'était 5 suites qui représentaient très bien à quel point il y a beaucoup de dérives. Que ce soit par un studio qui ne cherche à faire que des mauvais films, que ce soit par des déboires de production, que ce soit par une très mauvaise idée sortie un petit peu d'outre-tombe, que ce soit juste pour du fric ou que ce soit juste parce qu'on se dit artistiquement on peut tenter quelque chose. Pour moi, ça représentait 5 possibilités différentes de suites qui ont complètement échoué dans ce qu'elles avaient envie de faire. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres et je compte sur vous pour me les trouver. Et d'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Ouais, ça va clencher 2. Ça aussi, c'est de la dôme. Hein. Mais j'ai hésité à la mettre. Mais il y en a tellement, On pourrait se perdre dans tout ça.